Nous sommes le projet Stopper l'immigration illégale, c'est-à-dire des opportunités dans la commune de Boumbani. Bon, le projet est mis en œuvre depuis janvier 2019. Il y a un volet sensibilisation. Nous faisons partie de volets en formation agricole, en plus de charge de fruits. Voilà. Donc ça peut prendre une trentaine d'apprenants. Voilà. Et puis bon, dès qu'on a eu votre information relative à la productivité, on s'est dit que vraiment que c'est un moyen important pour le projet. Voilà, c'est pourquoi on a organisé une exposition aujourd'hui. Et on vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà. Moi, c'est Bobo. Qui nous a rejoint depuis peu et qui est en train de travailler avec nous sur la restructuration de cette société qui existe depuis 2 ans. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Ménet, je suis ingénieur agronome, avec une spécialisation orientée vers l'agroécologie. Je suis un entrepreneur agricole, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le monde agricole de manière professionnelle. Avec cette société, employé 150 personnes. GICAM qui est le mouvement interprofessionnel du Cameroun, qui appartenant à un Camerounais qui a pris le risque d'investir dans l'agriculture, qui est un secteur considéré comme un secteur moins intéressant que les autres, alors qu'en réalité, c'est le secteur le plus intéressant, mais il n'est considéré que comme moins intéressant que de manière relativement manipulatoire, parce qu'en réalité, quand vous regardez les villes comme les Douala, le Caire, Paris, Londres, s'il n'y a pas d'agriculture, les villes là n'existent pas. Donc les villes existent parce qu'il y a d'abord l'agriculture. Donc, et après on nous raconte que c'est une sous-activité, on vous méprise, tout ça, alors qu'en réalité, c'est vous qui faites le vrai job. Je dois être très fier de faire ce job. Alors, nous avons les bienvenus à Tropical. Vous êtes là parce que je réponds à une demande de votre enseignant qui m'a approché il y a déjà un mois et demi, 2 mois pour m'annoncer cet événement. Alors, nous ici, nous produisons d'abord, avant de transformer, nous produisons des fruits tropicaux locaux que vous connaissez, ananas, banane, mangue, etc. Mais aussi des fruits qui sont des fruits qui viennent d'autres contrées tropicales du monde, donc du côté des Amériques, ou alors du côté de l'Asie du Sud-Est. Et ces fruits-là, nous les rassemblons dans nos plantations, nous les cultivons, mais aussi nous faisons par des petits producteurs indépendants, c'est-à-dire des petits producteurs avec lesquels on contractualise, à qui nous communiquons l'itinéraire technique de production. Quelquefois, nous mettons à disposition des semences pour l'implantation. Après, on a un accord contractuel et puis on regarde comment évoluer avec eux. Alors, la particularité de cette société, et je crois que c'est pour ça que vous êtes là, c'est que nous avons compris très tôt que dans les chaînes de valeur agricole, lorsqu'il n'y a pas de transformation, lorsqu'il n'y a pas de meilleure transformation dans la chaîne de valeur, il y a toujours de grosses pertes. Vous ne pouvez pas valoriser votre produit correctement. Et vous faites juste l'agriculture pour récolter et attendre un éventuel client qui va arriver, qui fait du rapport de supériorité des autres grandes activités économiques sur l'agriculture. Il va vous dire celui qui a fixé le prix, celui qui va décider quand ça finit à arriver, il va nous considérer comme la donc vous ne devez pas accepter son prix, alors qu'en réalité, la faveur, c'est vous qui l'avez fait. C'est pas lui qui vous fait. Voilà. Donc du coup, quand vous transformez, vous pouvez donc stocker votre produit agricole et le vendre au meilleur offrant quand vous voulez. Bon, nous avons une grande contrainte pour les transformations agricoles ici, c'est la contrainte énergétique et la contrainte de l'eau potable. Ce sont les 2 grandes contraintes pour la transformation. La contrainte énergétique, l'offre énergétique nationale n'est pas de bonne qualité. Elle arrive, elle est saccadée, elle n'est pas. Elle peut créer des pannes à l'usine, des choses comme ça. Donc, ça fait un problème avec eux. Le second problème, c'est l'eau. L'eau, je ne parle pas de l'eau du puits, je parle de l'eau potable, l'eau potabilisée, qui demande donc des traitements spécifiques avant d'être. L'eau de la SNEC, on peut considérer qu'elle est un peu pleine potable par rapport à une eau de puits qui serait non contrôlée. C'est déjà un bon début pour le lavage, mais pour les mélanges type jus
il n'y a pas une unité de méthanisation avant formation. Alors maintenant, j'ai expliqué alors, le séchage, qui est l'activité que vous avez ici, est une très bonne activité dans la mesure où une fois que c'est séché, si la chaîne de distribution est courte, vous n'avez plus d'argent à dépenser. Si la chaîne est longue, vous avez de l'argent à dépenser parce que c'est stocké le produit. Ça coûte encore de l'argent et besoin d'énergie pour stocker le produit séché. Nous ici on cherche la banane, l'ananas, la mangue, la papaye, le jackfruit. On cherche aussi la citronnelle, le moringa, le gingembre, le curcuma, on cherche d'autres choses. Ces choses on les vend dans la petite boutique qu'on a ici, tout à l'entour là, on vend ces choses. On va aussi un tout petit peu sur le marché international. Si vous allez regarder en Allemagne, les Allemands et pas seuls, toute l'Europe a un déficit d'offres alimentaires de qualité. Toute l'Europe. Parce que l'Europe est petite en réalité par rapport à nous. Et l'Europe n'a pas beaucoup de ressources alimentaires de qualité. Et les pays comme la France sont aujourd'hui en recherche d'alternatives à l'alimentation conventionnelle. Ils vont très vite réfléchir sur comment faire des produits qui vont très vite produire. Donc si vous avez des relais sur l'Allemagne, c'est certainement de très bons relais de distribution de vos produits demain. Donc il faut faire ça sérieusement pour pouvoir comment dire, répondre aux exigences des cahiers des charges du marché international. Ce sont des cahiers des charges très contraignants. Il faut de la rigueur. Donc je crois que j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez... Vous avez dit que vous séchez le gingembre et le curcuma. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que pour sécher ces produits-là, il faut enlever leur peau ou on lave juste et on sèche? Bon, idéalement, il faut bien laver d'abord. Parce qu'en réalité, la petite peau qu'il y a sur le gingembre, qui est une peau très fine, une fois qu'on a bien lavé, parce que qu'est-ce qu'on cherche en lavant? On cherche à éviter les grains de sable et la terre. Et peut-être d'autres morceaux de pierre, s'il y en a qui peuvent se mettre dans le gingembre. C'est ça qu'on cherche à éviter. Donc quand c'est bien lavé, on n'a pas besoin de l'enlever la peau. Ce sont des rhizomes qui se consomment avec la peau. Question? C'est élémentaire. Dans votre speech, vous avez un peu compris toutes les préoccupations qu'on peut avoir. Ce qui a attiré un peu mon attention, c'est votre. En fait, ce que vous avez dit, vous pouvez trouver des semences et puis peut-être développer une sorte de partenariat. Oui, c'est possible. Mais il faut que je vous connaisse. Hein. Parce que pour faire un partenariat, il faut se connaître. Voilà, c'est justement les conditions dans lesquelles j'aimerais un peu avoir votre appréciation par rapport au partenariat. Que ce soit un partenariat communautaire ou individuel. Bon, idéalement, hein, les meilleurs partenariats sont communautaires. Je vous explique pourquoi. Parce qu'individuellement, vous êtes pauvre. Je ne dis pas ça pour vous insulter. Hein. Je dis ça parce que je connais notre réalité locale et que vous êtes pauvre individuellement. Même moi-même, quand vous êtes pauvre, je devrais dire nous sommes pauvres. Okay? Donc, alors, dès l'instant on est comme ça, la seule façon de régler les difficultés de la pauvreté, c'est de se mettre ensemble. Je suis bien conscient que ce n'est pas évident de se mettre ensemble parce que vous êtes des individualités avec des personnalités différentes, avec un projet de vie différent, etc. Donc vous devez chercher ce qu'on appelle le petit dénominateur commun qui vous réunit. Si vous êtes tous de Libombari, il est bon de faire porter le chapeau de la communauté par le fait que vous soyez de Libombari et de partir et que votre lien de communauté parte de Libombari. Et donc, moi je privilégie toujours un partenariat avec une communauté par rapport à une. Parce qu'avec une communauté, on a au moins l'assurance que les événements de deuil, mariage et autres qui vont faire les gens s'ensemble dans les groupes, quand tout le monde peut parler au deuil au mariage en même temps. Donc il y aura toujours 3-4 personnes qui viendront à la réunion pour la mise au point. Donc je suis ouvert, mais je vous dis, les partenariats se construisent. Donc on va en studier quand le fiche. Peut-être que dans 6 mois quelque chose de notre mais ça demande une construction. Voilà. Une autre question, oui. Merci beaucoup, monsieur. Moi, c'est un apprenant. Il y a un souci là.
m'intéresse aussi. Je voudrais savoir, non, Django. Ok. J'aimerais connaître l'idée de votre projet. Comment est née cette idée? Bon, moi je suis agronome, je vous ai dit, hein, j'ai été formé à l'extérieur et très jeune, j'avais un engagement militant sur les questions de développement en Afrique. Donc j'ai fait d'autres choses avec d'autres gens importants que vous connaissez, que je ne vais pas citer ici. Et puis j'ai pensé qu'il y avait une certaine façon d'aider l'Afrique, c'était de faire des projets de développement de ce genre. Cette société s'appelle Biotropical Agricultural and Development Company. Le nom, BADC, c'est le vrai nom de cette société. On garde biotropical parce que bon, c'est court, mais vous voyez, il y a développement dans le nom de la société. Et donc, puis après, j'entendais souvent dire que les pays africains étaient des pays très pauvres. On nous présentait toujours, moi quand j'étais jeune en Europe, l'Éthiopie, à la fin de l'année, il y avait beaucoup d'enfants affamés en Éthiopie avec des gros rangs comme ça, avec des mouches partout sur eux. Et c'est ça que les Blancs montraient pour dire que voici l'Afrique. La façon. Et ça m'a choqué. J'ai dit, bon, ça va, je vous ai compris. Donc nous allons faire quelque chose pour démontrer que, en réalité, ce que vous racontez là, c'est du n'importe quoi. C'est pour cela que, quand on m'a dit que votre projet était un projet qui visait à stopper l'immigration, ça m'a motivé pour vous recevoir, parce que vous êtes dans la continuité d'une réflexion que j'ai eue il y a près de 40 ans. Et donc, je considérais que, bon, vous êtes peut-être comme moi aussi, vous avez envie de démontrer que c'est possible de faire quelque chose. Et surtout qu'en réalité, c'est vrai quand on vous dit ça, vous ne croyez pas trop, nous qui avons vécu dehors, mais la qualité de vie ici n'a aucune commune mesure avec la qualité de vie en Europe. Vous avez 1000 fois intérêt à faire des choses qui tiennent la route ici que d'aller en Europe. Et encore moins aller mourir sur une plage espagnole. Vous voyez, donc c'est quelque chose, et il faut que nous autres qui avons été dehors, qu'on vous l'explique souvent. Et la meilleure manière d'expliquer, c'est de venir voir un projet comme ça, et quelqu'un qui était... J'étais patron à l'extérieur, mes employés c'était des Européens, mais je suis venu ici, vous voyez. Donc si je suis venu, c'est parce que je considère qu'ici, c'est mieux que chez eux pour faire ceci, ce genre d'activité. Oui. Le mien, bon. On se connaît déjà. J'allais demander, aujourd'hui, Biotropical est assis, et j'allais demander à vos débuts, vous avez eu quand même des problèmes, mais comment est-ce que vous avez pu surmonter vos problèmes et comment est-ce que vous avez écoulé vos problèmes? Je ne sais même pas répondre à cette question pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'existe pas d'activité humaine sans problème. Donc, s'il ne faut pas que le fait qu'il va y avoir des problèmes potentiels vous bloque dans le projet de développement de vos activités. Donc, les problèmes sont inhérents à mon parcours personnel. D'autres, c'est même moi qui les ai fabriqués par imbécilité. Donc, je ne vais pas vous raconter mes problèmes. Je préfère que vous découvriez. Par contre, il faut avoir un objectif noble de préférence. Ici, nous, on est une société qui pratiquons la gouvernance d'entreprise. Nous sommes connus au niveau international comme des gens corrects. Et donc, il faut cultiver cela. Donc voilà. Et alors maintenant, pour la vente, c'était aussi facile pour moi d'avoir les choses là parce que je suis quelqu'un qui connaît le marché international très bien. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, je connais le marché européen, comment il est structuré. Je connais aussi ici le marché local, comment il est structuré. Donc cet avantage-là fait que si vous êtes en partenariat avec moi pour résoudre un problème international, vous pouvez que réussir. Et sauver. Moi, j'ai une question. Depuis que je regarde tout autour, il y a des arbres que nous, on abat chez nous, comme celui-ci. Il produit des fruits. Normalement, vous pouvez le conserver. Ça veut dire qu'il n'est pas négligeable. Puisque moi, j'ai un qui doit déjà avoir un diamètre de 2 mètres. Oui. Il donne des fruits. Je ne sais pas ce que c'est. Non, vous n'avez pas vu que les chauves-souris venaient manger ça? Ils s'en mangent, c'est derrière ma maison. Et c'est utile, ça. Alors, je voulais savoir, si on trouve, comme nous sommes des gens de la forêt, si on trouve des choses nécessaires, est-ce qu'on peut apporter à côté de vous pour qu'on trouve? Oui, on peut analyser. On peut analyser. Je suis ami d'un pharmacien que vous ne connaissez pas, mais que vous voyez de temps en temps à la télé, qui s'appelle Bertrand Sanson.
Vous avez entendu ce nom? Voilà, nous sommes amis. Et nous sommes amis parce que nous travaillons justement à la valorisation des choses de ce genre au niveau international. Donc, on est ouvert à ce échange. Et vice-versa d'ailleurs. C'est-à-dire que aussi bien aussi, on peut venir vous demander qu'on a vu là-bas, qu'est-ce que c'est, vous allez nous dire. Okay. Après, on va arrêter avec les questions. Parce que c'est que. Alors, vous et vous, et après on arrête. Non, encore deux. Non, c'est bon, vous avez déjà parlé. Alors, vous. D'abord, on peut sécher les fruits sans machine. Tout dépend de leur pH. On peut, avec une simple bâche plastique transparente et une clé propre, du clair. Vous voyez ce que c'est une clé? Sécher sans machine. On peut maintenant mettre un tunnel de séchage avec, vous avez tous Google ici. Vous pouvez regarder sur Google ce qu'on appelle le tunnel de séchage du docteur Esper. C'est en Allemagne, à Stuttgart. Et donc, vous regarderez le tunnel de séchage du docteur Esper, Solar Tunnel Royal, et vous regarderez comment il est conçu avec un simple plastique, une table de séchage, un extracteur d'air au bout. Vraiment, ça ne demande pas de technologie particulière. Mais quand vous allez dans le pays sahélien où il fait un peu plus chaud qu'ici, les gens sèchent dehors carrément le bambou, tout un tas de choses, ça se passe très bien. Donc, pas besoin de machine à la base. Maintenant, il faut quand même garantir l'hygiène. Il faut que l'eau soit extraite rapidement de ce que vous voulez sécher maintenant. Vous pouvez utiliser des petits séchoirs artisanaux. Ils s'en fabriquent ici avec 4 cm. Artisanaux. 450 000 CFA, même si ça sèche vraiment 10 kg par jour. C'est 10 kg. Prenez 10 kg à 5 000 francs, ça fait 50 000. Nous sommes d'accord. C'est déjà beaucoup d'argent. Et sur 5 jours, 5 fois 50 000, c'est 250 000. Vous voyez? Non, ça a déjà beaucoup d'argent. Donc, ne soyez pas effrayés par la machine ou par les... Parce que quand on veut faire le saut pour aller de l'artisanat ou de l'agriculture à l'agro-transformation, souvent on s'imagine qu'on doit ressembler à Nestlé. Vous voyez, ce n'est pas nécessaire de ressembler à Nestlé pour réussir. Et si vous regardez le milieu Nestlé, vous verrez d'ailleurs qu'ils n'ont pas commencé avec les moyens. Moi, c'est Christian. On va parler de technologie de séchage. Oui. Je vais poser la question, je voulais savoir quel est le fruit pour comparer les fruits de séchage. Pourquoi vous voulez faciliter? Quand vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas, cherchez la plus grande difficulté pour que ça vous oblige à être en situation de challenge permanent. C'est la recherche de l'excellence qui fait la qualité d'un bon professionnel. Et évitez les sentiers faciles, la facilité, tout ça, là, évitez ça, vous êtes jeune. Donc créez des choses, même créez un séchoir, vous donnez à ce séchoir votre nom. Vous êtes capable. Donc quand vous allez bien voir la technologie, ne vous mettez pas dans une posture. Je comprends, on est dans un environnement qui n'aime pas les gens à s'affranchir la tutelle de ceux qui ont ou de ceux qui savent. Mais cherchez à vous débarrasser de cette tutelle. Non, c'était signé avec lui. D'ailleurs, les produits à bord. Et il y a quelqu'un qui reçoit ces produits. On dit c'est le responsable de quel, chef de quel, qui reçoit les produits. Et on les sort, on va les user. Et mettre le bon de réception ici, puisque nous sommes une entreprise qui est certifiée agriculture biologique. Et la certification commande que tout ce qu'on fait ici soit chassé, pour que les certificateurs puissent nous contrôler. Et donc, quand ça arrive ici, nous faisons l'inventaire, on écarte ce qui est convenable, on garde ce qui est bon. Alors, ce qui est bon pour l'export en frais, l'export en frais, c'est pas derrière là-bas. Vous voyez, on est en train de former des cartons pour tout ce qu'on va déposer à l'aéroport demain pour l'exportation. Mais je vais vous montrer la chambre de conservation de froid négatif où on a des bulbes surgelés de fruits parce qu'en réalité, quand vous êtes dans une dynamique de séchage, vous avez toujours des maturités qu'on ne peut pas sécher. Donc nous on fait des bulbes de fruits avec ça. Donc ça permet, parce que quand vous jetez déjà un produit,
ça compromet, ça vient augmenter votre coût de production. Donc, vous devez toujours récolter, vous organiser pour que tout ce que vous récoltez soit valorisé même à 90%. Hein? Et quand vous jetez déjà 10 kilos qui étaient trop lourds, vous êtes perdant. Donc, c'est là qu'on a la transformation en pulpe surgelée ici. Donc, il va nous montrer. Olivier, de l'activité des plus préjugés et viennent dans la chambre en foi négative à moi avant l'éveil. Tu peux nous voir la congélation ici. On vient là dans ton atelier. Tu as provision, les jus de fruits haut de gamme. Voilà, voilà. Donc on peut le fermer. Après, elle me montre le chemin normal de visite parce que vous pouvez par terre, c'est tracé. Il y a des flèches. Okay. Donc ne marche pas les portes. Pour aller au séchage. Et à la fin du séchage, quand c'est conforme, on dit, vous voyez, ça veut dire que c'est non conforme. Et quand c'est comme ça veut dire que c'est conforme. Vous voyez, on met le bord de l'eau, on met tout comme ça là. Et dans cette pièce, il est interdit de boire et de manger, de se coucher sur les tables, etc. Alors ici, rendu, je peux entrer. D'accord. Ici, là, vous pouvez venir par ici. Alors à ce moment, dans cette salle, vous avez le plus gros appareil là, à côté, derrière vous, qui est le surgélateur industriel, qui est logé dans un conteneur de 20 pieds et qui a son moteur au toit là-bas et qui permet de surgeler en très peu de temps tout ce qui entre ici. Et si on vous entre dedans, on vous enferme, au bout de 8 heures, vous êtes mort, vous êtes un morceau de glace. Donc voilà, donc c'est ça. Et alors, la surgélation est différente de la congélation. Dans la congélation, c'est ce que vous connaissez partout dans vos maisons, vous avez un congélateur, vous avez des particules d'eau qui sont agglomérées autour du produit en congélation. Dans la surgélation, il n'y a pas d'eau. Donc le produit est tel que vous allez, comme vous l'avez mis, au moment où il se décongèle de la surgélation, il est frais. C'est-à-dire que nous, en plein mois de janvier, de décembre, de novembre, nous avons la pulpe de mangue surgelée qui est comme si on venait de la faire tout de suite. Grâce à cet équipement, mais aussi à celui qui est derrière vous, le petit surgélateur industriel qu'on a de temps en temps dans certaines bonnes boulangeries où on peut mettre ce genre de choses. Et puis vous avez la presse ici, c'est une presse hydraulique pour presser le jus d'ananas. On fait ça avec des toiles, elles ne sont pas là les toiles, mais on met des toiles ici, on fait baisser la presse hydraulique qui va aplatir tout ça et le jus va sortir dans ce tube-ci. Et ça sort ici. La table qui est derrière vous, c'est la table de découpe. C'est là qu'on va parer, découper, nettoyer les fruits avant de les transformer en surgélation. La mangue, alors, qui vous intéresse, va rentrer ici dans une centrifugeuse dénoyauteuse qui va donc séparer la pulpe des noyaux et avec la, etc. Et ce qu'on va obtenir ici, on va le ramener dans une affineuse et cette affineuse-là va sortir un produit fin, prêt à être surgelé. Et là, on a affiné avec les jus, on met tout ça dans les bacs blancs que vous avez vu dans la chambre de surgélation là-bas. On peut déjà exporter ça. Et donc, on exporte ça frais comme ça. Voilà, donc après maintenant, on peut donc, on sort par où? On sort par ici? Ça marche en avant, donc on sort par là. Vous sortez et on va me mettre devant. Vous voyez qu'on ne repasse pas là où on était passé tout à l'heure. Maintenant, pour le séchage. À l'extérieur,
c'est un puissant outil dans lequel on peut rentrer 8 tonnes 5, voire 2 tonnes de produits. Et puis, voilà, et donc on va sécher ici. Quand on part ça dans la salle où vous avez vu les tables ici à côté, on part et on met sur les clés que vous voyez là. Il y a des clés, on va ouvrir dans le tunnel. On va regarder le tunnel. On pose les fruits. Mais quand on pose les fruits, tout l'air circule entre les fruits, quand même entre les clés. On a toujours des petits paquets comme ça qu'on pose. Vous voyez, pour que l'air continue à circuler. Parce que c'est l'air chaud en fait qui permet d'évacuer l'eau qui est sur le fruit. Donc, une fois qu'on finit de faire ça maintenant, on sort tout ça d'ici. On amène ici derrière, je vais vous montrer. C'est une salle dans laquelle, c'est une salle tampon dans laquelle. Oui, j'ai voyagé sur l'Empire hier soir. Je vais passer tout le monde. Alors, ici, donc, en fait, pour que les autres voient, venez autour de la table. Quand les produits sortent donc de là-bas, ça vient sur cette table-ci pour le petit conditionnement de mise en marché, le grand conditionnement de mise en marché, toujours export, toujours avec la grande préoccupation de la qualité. Vous voyez au mur là-bas, il y a les produits non conformes, ce qu'on ne doit pas voir dans un cahier, dans un sac. Voilà. Dans les produits, tous les produits donc sont conditionnés, les numéros de lot sont affectés. Alors le numéro de lot est important, parce qu'il y a un cahier qui enregistre tout ça. Si le numéro de l'eau est absent et que quelqu'un mange votre produit et qu'il meurt, vous avez la responsabilité pénale. C'est-à-dire que vous allez en prison. Ok? Donc c'est pour ça que vous devez tout tracer pour être en mesure, lorsque vous avez vendu un produit et que quelqu'un dit j'ai mangé, j'ai eu mal au ventre, vous le partez dans votre cahier, vous voyez le lot, d'où est venue la matière première, quels sont les employés qui ont travaillé tel jour. Vous regardez tout ça pour savoir d'où vient le problème. Et après maintenant, le lot comme il est identifié, vous le sortez du circuit commercial pour le détruire. Parce que vous n'avez pas le droit de vendre quelque chose qui est impropre à la consommation humaine. Quand vous sortez donc de ça, vous rentrez dans une autre chambre froide positive en face ici, dans laquelle sont stockés les produits. Mais on a un problème de moteur pour cette chambre froide là, donc on l'a mise à l'arrêt, on a ramené tous les produits ici, on a gardé ici climatisé, tant que notre problème de la chambre froide n'est pas résolu. Voilà. Donc je crois qu'avec cette salle qui est le bout de notre travail, nous finissons avec la présentation de la société. Est-ce qu'il y a donc des questions à poser pour clore notre vie? Alors, la préoccupation se pose au niveau de la mangue. Vous avez parlé de la pulpe qu'on utilise pour les jus et aussi pour le séchage. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est le noyau. Oui. Est-ce que vous le jetez ou alors vous avez pensé le transformer parce qu'il s'utilise également? C'est une femme qui demande ça. En cosmétique, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis au courant. Nous avions dans le passé essayé de développer le pressage à froid de la noix de mangue pour faire du beurre de noix de mangue pour les cosmétiques. Mais notre mangue est une polyembryonnée, ça ne vous dit rien, mais c'est une mangue qui a plusieurs embryons. Et c'est avec un noyau que nous n'avons pas réussi à extraire de plus dedans. Peut-être dans certains hybrides Floridia, on peut avoir de la graisse, du beurre dans le truc. Mais c'est une activité. Mais la meilleure des activités, c'est même pas celle-là. La meilleure des activités, tant qu'on n'a pas l'outil technologie de pressage pour le noyau, c'est la production des plants de manguier. J'ai créé une task force mangue du Cameroun qui existe déjà. Et hier, j'étais en Gaoundéré pour mettre en place le réseau national des transformateurs de mangue, voyez, avec l'ENSAI de Gaoundéré. Donc nous sommes dans une dynamique de développement de la mangue à l'échelle industrielle au Cameroun. Et je suis une des chevilles ouvrières de cette dynamique. Et donc du coup, ça veut dire que si vous arrivez à développer beaucoup de plants de manguiers, n'est-ce pas, vous allez changer l'économie du pays. Je vous signale que la mangue rapporte plus d'argent que le cacao. Oui, puisque la mangue, vous voyez, les dernières mangues, on va les manger. Moi, je les ai vues en Gaoundéré l'autre jour, on vendait encore. Nous sommes déjà en août. J'ai vu les mangues. Donc, jusqu'à la mi-août, on va voir les mangues. Après, ça va s'arrêter. Et à Yaoundé, et à Kribi, à Limé, début octobre, on va commencer encore à voir les mangues.
voyez que la saison où le produit est là est courte. Et donc du coup, si vous faites un produit industriel avec un produit qui est produit qui a plus d'argent que le cacao, parce que je vous signale qu'un kilo de cacao sec, je crois que quand ça a coûté très cher, c'est 1500 ou 2000. Jamais 2000. Hein? 1500. 1500. Voilà, bon, un kilo de mangue séchée, c'est 5000. Hein? Donc, à partir d'aujourd'hui, elles ne brûleront plus. Voilà, elles ne brûleront plus. Hein? Voilà, donc il n'y a même pas de compagnie. Deuxième question. Bon, est-ce que pour un producteur qui produit, quand vous séchez ces produits, est-ce que c'est possible qu'il vous livre ces produits étant clair? Par exemple, la mangue, qui vous les livre? Nous sommes demandeurs. Maintenant, comme nous sommes en bio, on voudra quand même que la mangue qui vient ici, qu'on sache d'où elle vient. Qu'on vous donne des petits conseils, comment faire pour éviter que quelqu'un qui a utilisé du glyphosate, c'est un désherbant chimique de synthèse, sur son maïs par exemple, quand il a fini, il nettoie le pulvérisateur, n'est-ce pas? Et il verse ça au pied du manguier. Pas ignorance, hein? Parce qu'il y a aussi les herbes au pied du manguier là qu'il veut tuer. En faisant ça, il a déjà transmis le glyphosate sur le manguier et c'est fini, on ne peut plus le vendre en bio. Mais oui, mais ça, c'est pas ignorance. Hein? Donc, je vous donne l'information. Quand vous faites vos produits avec la chimie de synthèse, quand vous avez fini, n'allez pas verser ça au pied du manguier que vous avez l'intention de livrer ici. Vous allez livrer les fruits ici. Vous voyez, non? Ok, deuxième question. Troisième. Bon, monsieur, quatrième. pardon, je voudrais savoir quelle est la différence quand on sèche un fruit au soleil et quand on sèche dans les machines. Alors, quand on sèche au soleil, si on est à Garoua ou à Maroua, il n'y a pas de différence. On fait un tunnel de séchage, on travaille proprement avec les gants, on met les protections hygiéniques qu'il faut, on évite que les mouches viennent dessus. Je vous assure, il n'y a pas de différence. Et vous gagnez même parce que ça vous revient moins cher qu'ici. Parce que vous avez vu une cube de gaz dehors de Camgaz. Les factures mensuelles de Camgaz partent de 500 000 à 1 million. Oui, voilà. Les factures d'électricité sont de 1 million à 2 millions, 2 millions 5 millions. Vous voyez, donc c'est quand même cher. Bon, maintenant, il va se passer ce qu'on appelle un phénomène d'oxydation. C'est-à-dire que votre mangue va se brunir si le séchage n'est pas fait rapidement parce que c'est au soleil. Elle va se brunir, mais elle va finir par sécher. Donc, pour avoir un second marché, vous vendez la mangue séchée à 2500, 3000 au lieu de 5000. Vous voyez? Mais vous avez quand même réussi à sécher. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai eu l'idée de créer une activité de séchage, je n'étais pas ici. Je suis allé chez un ami agriculteur dans un pays étranger, là-bas, chez les Européens. Et j'ai pris un morceau de sa plantation. J'ai posé mes plastiques, j'ai construit ma serre. Je suis allé acheter quelques bananes, quelques mangues et tout. J'ai travaillé, j'ai posé, j'ai observé l'évolution. Après, je suis allé en Thaïlande pour regarder comment ils font là-bas. Je n'ai pas réussi à voir parce que le transfert de technologie ne se fait pas comme ça. Vous n'arrivez pas à quelqu'un où sa société vous dit voilà, donc j'ai passé un certain temps en Thaïlande, je n'ai jamais visité une unité. Mais après, j'ai su qu'ils travaillent en mettant du sucre, ils font les fruits confits. Alors que ça, c'est super lourd aux fruits confits. Ici, il n'y a pas de sucre ajouté. Hein. Alors quand on met déjà le sucre, bon, c'est déjà compliqué. Voilà, donc voilà. Voilà un peu vraiment, n'ayez pas peur, on peut faire sans machin. Oui, moi c'est Koso. En fait, je voulais savoir, monsieur, vous vendez à l'extérieur, donc vous importez. En Afrique et au Cameroun, est-ce que la demande est vraiment importante? Si on peut dire dans la chose. Au courant qu'il ne faut pas travailler à les éduquer, à aller vers ça. Je vous signale beaucoup de choses que les consommateurs mangent ici qui sont impropres à la consommation. La mayonnaise que vous mangez ici, c'est parce qu'il y a dedans. La mayonnaise. Et vous mangez bien ça. Certains ketchup. Le Coca-Cola qui a 12 morceaux de sucre. Planète, a donné les boutons à ma fille. Et là, maintenant, à l'hôpital, elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle avait dit Planète. Sa mère m'a finalement avoué que tonton tel est venu avec Planète. Alors elle a dit c'est interdit ici.
Donc, vous voyez, donc vous avez beaucoup de choses impropres à la consommation. J'ai dit impropres que nous consommons. Maintenant, pour éduquer la population à aller vers un produit, c'est un long travail. C'est-à-dire que vous communiquez, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la task force mangue. Nous communiquons sur le produit au national, à l'international, avec les institutions publiques. On obtient des facilités pour les importations de machines de transformation. On met le produit en compétition réelle sur le marché international et national aussi. Oui. Oui, monsieur. Merci beaucoup. J'ai une question à deux collègues. Premièrement, pour monter une structure comme ça, là, je commence d'abord déjà même par vous encourager et à vous féliciter. Et je dis que pour monter une structure comme ça, là, c'est pas d'un jour. Et que vraiment, si peut-être on n'est pas en partenariat et tout ça, d'où viennent un peu les fonds pour le financement? Alors, je vous donne encore un autre secret d'entrepreneur. Ne comptez jamais sur quelqu'un pour avoir les fonds pour votre activité. Mais jamais. Ne dites jamais, j'ai fait mon plan, j'attends le financement de tel. Parce que, et en plus, encore, bon, je ne veux pas être médisant, ne comptez pas sur un blanc. Voilà. C'est-à-dire qu'un blanc vient ici, comme il est blanc, il dit, moi je viens ici pour nouer le partenariat avec vous. Attendez, pour se marier, il faut se connaître. Tout à fait. Et il ne vous connaît pas. Qu'est-ce qui peut motiver qui vient vous demander le partenariat? Il y a des gens qui viennent vous tromper. Donc, faites ceci. Quand vous avez 10 francs, mettez de côté pour votre projet. Si vous êtes avec votre ami que vous connaissez bien, mettez-vous en groupe, chacun met 10 francs, ça fait 20 francs. Hein? Au bout de 10 jours, les 20 francs font 200 francs. Hein? Faites comme ça. N'allez jamais chercher la facilité en matière de financement. Et n'allez même pas vers une banque. N'allez même pas donner votre titre foncier dans une banque pour dire que vous voulez du financement parce qu'il y a des chances qu'ils mangent votre titre foncier. Parce qu'un entrepreneur ici a beaucoup de défis à relever. Le premier défi à relever, c'est le défi de gestion, de présence au travail. Le deuxième défi, c'est le défi de gouvernance, la ténacité, l'abnégation. Et tous ces défis-là sont des défis en fait qui relèvent de la personnalité de l'entrepreneur. Donc si vous dites, je vais créer ma société, et puis vous faites votre business plan, et puis dans votre business plan, vous commencez à mettre l'oncle X qui va donner cela, la tante telle qui va donner, donc vous allez échouer. Alors maintenant, si vous démarrez votre projet, moi j'ai démarré ce projet avec 1 million de francs CFA il y a 32 ans. Ok? Bon, donc que j'avais gagné par mon travail. Voilà. Quand j'ai fini mes études, j'ai tout de suite créé ma société. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai travaillé des jobs d'étudiant, mais j'ai jamais travaillé quand j'ai eu mes diplômes pour quelqu'un. J'ai créé ma boîte. Et donc, il faut donc toujours mettre en avant ses moyens propres. Voilà. C'est ce que je vous conseille. Voilà. Je vais voir également le deuxième volet. Le deuxième volet, le marché. Il est malin, hein? Comme il sait qu'il a fait une question, il a fait une question à deux. C'est un futur entrepreneur. Très malin. Oui, il est malin. Oui, alors, le marché que vous maîtrisez quand? Parce que vous avez déjà beaucoup d'expertise. Vous êtes bien enraciné, vous connaissez le marché européen. Et chaque marché aussi a ses difficultés. Quelles sont vos réelles difficultés dans le marché européen? Le marché européen ou national? Le marché européen, tous les marchés. Le marché européen. La grande difficulté, c'est de trouver un client honnête. C'est-à-dire un client qui va prendre votre produit, le vendre et vous payer. Et ça, c'est valable même sur le marché local camerounais. Trouver un client honnête. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris votre produit, maintenant il vend, il va faire la tontine avec, il vous oublie. Donc il faut faire attention à ce genre de clients. Et puis, mais tous les marchés sont intéressants en réalité. Et quand on regarde même nos produits, on regarde le grand voisin qu'on a ici à côté, le Nigeria, qui a un produit avec beaucoup de millions d'habitants, avec un pouvoir d'achat qui est un peu supérieur au nôtre. Vous prenez le Grand Congo, le Congo RDC, qui est un de nos grands voisins, on va dire aussi. Il est moins loin que les marchés que vous évoquez. Et sur ces marchés, vous prenez l'Angola. Vous voyez, tous ces marchés sont des bons petits marchés. Vous prenez même le Soudan. C'est des bons petits marchés qui demandent à être travaillés. Maintenant, vous irez au marché européen quand vous avez déjà les standards, quand vous avez la capacité de... Parce qu'ils ont les standards, vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, la norme. Oui, voilà. Ils ont déjà des normes très très élevées. Et donc, pour aller dans leur marché, il faut être capable de respecter ces normes-là. Voilà. Alors, la dernière question maintenant.
J'ai le dilemme entre une femme et un homme. On va... Voilà. Oui, madame. Merci beaucoup. Moi, mon problème, c'est au niveau de la conservation. Les produits, les jus de fruits, on les applique un conservateur pour qu'ils soient gardés. On les pasteurise. Voilà. Dans la salle où on était là. Est-ce que même les produits séchés, comme les mangues, la banane, ont aussi besoin de pasteurisation? Oui, quand c'est séché, c'est bon. On a, comment dire, un taux d'humidité qui va de 18 à 21%, qui permet de garder la mangue séchée 5 ans. Si on met sous vide encore, ça dure encore plus longtemps. Donc il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Et à ce sujet, conservation mangue séchée ou bien pasteurisation de la mangue, je vous ai dit que j'étais à l'Insaï de Ngaoundéré il y a 2 jours. Nous avons discuté avec le directeur général de l'Insaï, nous avons visité tous les équipements de l'Insaï, nous avons mis en place le RENAFIM. Le RENAFIM, c'est le réseau national des transformateurs de mangue qui existe déjà, qui est porté par la commune de Nyambaka. Nyambaka, c'est une petite commune à côté de Ngaoundéré. 5 km. Voilà. Voilà. Et donc nous avons mis en place ce RENAFIM, dont le coordonnateur national s'appelle Yaya. Donc, je crois que M. Bobo, s'il ne le connaît pas, je ferai la mise en relation. Parce que si vous êtes intéressé pour rejoindre le réseau national des transformateurs de mangue, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut organiser petit à petit le développement de notre pays. Parce que c'est sur nous que repose le développement de notre pays. Et sans aide extérieure. Surtout. Voilà. Voilà. Bon, oui, j'accepte, je tolère la dernière. Oui. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez parlé vraiment des difficultés que vous rencontrez par rapport à la transformation et, disons, les problèmes inhérents de notre pays par rapport à l'électricité, l'eau et autres. Bon, comment vous avez pu surmonter ces difficultés? Bon, en venant m'installer ici, j'ai construit une belle usine à Combé. Et au moment de la mettre en œuvre, je me suis aperçu que je n'avais pas les 150 millions à l'époque qu'il me fallait pour tirer la haute tension de Mbanga jusqu'à Combé. Vous voyez? Donc du coup, ça m'a rendu faible. J'ai donc commencé à réfléchir, je fais comment? Je suis venu ici, j'ai rencontré cette famille et j'ai installé, c'était un site inondable. Donc j'ai profité du fait qu'on réparait la route devant à l'époque, quelques années plus tard. Quand j'arrive, c'est inondable. Chaque année, je mets la terre dessus, ça inonde toujours. Donc quand on a fait la route, j'en ai profité pour goudronner tout le site et faire des bâtiments à peu près corrects. Et puis c'est comme ça que je me suis installé ici, en fait. Voilà. Allez.